Folie et création, c'est le titre de la rencontre qui va se dérouler maintenant pendant 1 heure. Je vais vous demander de bien vouloir accueillir le plus chaleureusement possible les deux participants à cette rencontre, Rosa Montero et Patrick Lemoine. Rosa Montero, écrivaine, journaliste, vous avez aussi suivi une formation en psychologie. Vous publiez votre premier roman en 1979 et rencontrez rapidement le succès avec des livres comme La folle du logis ou La fille du cannibale, best-seller couronné du prix Primavera en 1997. Le temps de la haine figure dans la liste des 100 meilleurs romans en espagnol du XXe siècle selon El Mundo et vous avez reçu en 2017 le prix national des lettres espagnoles. Folie et création, je viens de le dire, c'est le titre de cette rencontre et avec La folle du logis, vous avez voulu explorer ce qu'est la création précisément. C'est elle que vous appelez la folle du logis. Mais vous vous êtes rendu compte que la création avait des liens étroits avec la folie, mais aussi avec la faculté de tomber amoureux vite et souvent. C'est bien ça ? Oui, bien sûr. Mais tout d'abord, je souhaite remercier la Fondation, cette merveilleuse Fondation, pour cette invitation dans ce lieu fabuleux. Et j'aimerais également remercier l'ensemble de l'équipe qui est adorable. Et je voulais le souligner. En réalité, écrire, c'est une passion. Et la passion, c'est quelque chose d'organique. J'ai commencé à écrire à l'âge de 5 ans. Donc, autant que je me souvienne, j'ai écrit. Et c'est une obsession. Moi, je suis une personne passionnée. Je suis passionnée par les livres. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et l'écriture est le seul moyen que j'ai trouvé et qui peut être comparé à l'amour passionnel. Parce que c'est le même type d'obsession. Quand on est follement amoureux et qu'on se brosse les dents, on ne voit pas le visage de la... On voit le visage de la personne dont on est amoureux. Et avec un roman, c'est exactement la même chose, puisqu'on se brosse les dents et on voit l'histoire du roman. Cette histoire nous accompagne pendant la nuit et c'est merveilleux pour pouvoir lutter contre les terreurs nocturnes. Et un autre point en commun, c'est le sentiment d'être au bord de l'extase. Quand on est follement amoureux, on a l'impression qu'on va fusionner, qu'on va comprendre la personne aimée et de la façon la plus absolue. Et quand on écrit un roman, on pense que l'instant suivant, on va être capable d'écrire la meilleure page. Alors, on n'y parvient jamais, ni dans l'amour, ni dans l'écriture, mais ce moment est décisif et très important. Quand on est amoureux, follement amoureux, on est hors de soi, on est aliéné, à tel point qu'on se trouve en dehors de notre mort. On devient éternel. Ça vous est sûrement arrivé, puisque quand vous êtes follement amoureux, vous avez l'impression d'être éternel. Puisque dans l'amour, la mort ne peut pas nous atteindre. Et quand on écrit un roman, eh bien, on est éternel aussi. On ne pense pas à la mort. La mort n'existe pas. Et c'est incroyable d'écrire pour cette raison. Je vois un sourire sur le visage de Patrick Lemoine qui a déjà envie de faire un diagnostic, j'ai l'impression. Je vais vous présenter en 2 mots Patrick Lemoine. Vous êtes psychiatre, docteur en neurosciences, expert honoraire près la Cour d'appel de Lyon. Vous avez été professeur invité à Pékin, Stanford et chercheur associé à Montréal. Vous êtes l'auteur de nombreux best-sellers, dont La santé psychique de ceux qui ont fait le monde et La santé psychique des génies. Vous avez dirigé avec Boris Cyrulnik une histoire de la folie avant la psychiatrie. Vous publiez avec Sophie Viguier-Vincent un livre dont on a entendu un extrait tout à l'heure, La santé psychique des écrivains et de leurs personnages. Le livre analyse les œuvres, diagnostique les troubles des écrivains et ou de leurs personnages. Et vous rédigez finalement une ordonnance. Alors, je n'avais pas prévu de terminer ma question comme ça, mais là, il y a un premier diagnostic et peut-être déjà une ordonnance ou pas encore ? Oui, mais je suis absolument encantado de vous écouter parce qu'il y a très longtemps que je pense que toute création découle d'un phénomène de transe. On ne peut pas créer si on n'est pas plus ou moins en transe.
et ce que dans notre horrible jargon psychiatrique, on appelle des états dissociatifs. Et Rosa vient de nous faire une démonstration de transe extraordinaire. Elle est en transe quand elle écrit, mais elle est en transe quand elle parle aussi. Et j'ai trouvé que c'était formidable de l'écouter. Alors non, il n'y a pas de traitement parce qu'à mon avis, elle est absolument incurable. Rosa Montero, j'ai le sentiment que la conclusion à laquelle vous êtes arrivé avec la rédaction de La Folle du Logis, ce lien entre création, folie et tendance à tomber follement amoureux, vous a conduit à effectuer des recherches pendant, une bonne vingtaine d'années autour de cette question du lien entre folie et création, ce qui s'est concrétisé avec Le danger de ne pas être folle, votre livre paru en 2022 en espagnol et en 2023 en français. J'ai l'impression vraiment que vous avez voulu aller creuser pour comprendre ce lien intime entre création et folie. Avec le micro, c'est mieux. Alors, avant tout, j'ai cherché à comprendre, véritablement comprendre ce que l'on appelle la folie. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que l'on appelle être sain d'esprit ? Qu'est-ce que la réalité ? Parce que pour moi, la réalité, c'est une construction sociale, psychique, mais aussi une réalité intangible. Et j'ai voulu expliquer quel est le lien entre la création et la folie, car dans mon livre, j'indique que, d'ailleurs, le livre commence par la phrase suivante. J'ai toujours su que quelque chose ne fonctionnait pas bien dans ma tête. Donc, j'ai toujours eu ce sentiment, l'impression d'avoir été différente. Et à l'âge de 16 ans, et d'ailleurs des 16 ans jusqu'à mes 30 ans, j'ai eu des crises de panique. C'est un trouble mental. C'est très répandu. Je suis certaine que des personnes dans la salle souffrent de ce type de trouble mental. C'est très répandu. Donc, j'ai cherché à comprendre pourquoi ces choses-là nous arrivent. Et pourquoi, dès mon plus jeune âge, j'ai eu besoin de me rendre dans un coin de la maison pour inventer des mensonges. C'était un besoin, et ça l'est toujours, c'est un besoin farfelu. C'est très étrange de s'asseoir dans un coin de la maison pour écrire des mensonges. Et donc pour moi, c'était des questions émotionnelles, vitales, et non pas intellectuelles. Et pendant toute ma vie, je me suis posé ces questions-là, pas seulement pendant les 20 dernières années. Et avec Le danger de ne pas être folle, j'ai réussi à répondre à ces questions de façon suffisamment raisonnable. Je reviens un instant sur La Folle du Logis, parce que dans La Folle du Logis, vous faites ce constat. Je vous cite. « À travers les lectures de biographies ou de mes conversations avec d'autres écrivains, j'ai découvert au fil des années que bon nombre de romanciers ont vécu une expérience très précoce de la décadence. Disons qu'à 6, 10 ou 12 ans, ils ont vu s'écrouler et disparaître à jamais et de manière violente le monde de leur enfance. » Est-ce que ça a aussi été votre cas, Rosa Montero ? Oui, et d'ailleurs, je me suis rendu compte, après avoir étudié la création, que pour devenir un artiste professionnel de bonne ou mauvaise qualité, peu importe, on a besoin d'un très grand nombre de circonstances. Moi, j'appelle ça la tempête parfaite. Et l'un de ces facteurs, alors ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des experts, c'est la présence d'un traumatisme dans l'enfance. Alors, c'est très fort. Mais un traumatisme dans l'enfance, ça peut être, par exemple, un changement d'école. Que, par exemple, vous vous sentiez heureux dans la première école et triste dans la deuxième école. Et rien qu'avec ce traumatisme, on peut écrire des livres qui rempliraient une bibliothèque. Et les pères de la psychoanalyse ont dit des choses qui m'ont fortement émue. Lors du traumatisme de l'enfance, l'enfant se divise en deux. D'un côté, l'enfant qui souffre, et de l'autre côté, un autre moi qui prend soin de l'enfant qui souffre. Et cet autre moi est un moi qui est conscient de tout, mais qui ne ressent rien. Et quand j'ai lu ces choses-là, je me suis fortement identifiée à ces choses. Alors, j'ai vécu un traumatisme que je n'ai pas raconté. J'ai vécu une perte que je ne raconterai pas, mais j'ai pu m'identifier à cela. Et cet autre moi, qui est conscient de tout, mais qui ne ressent pas, c'est le moi qui écrit, qui peint, etc., etc. Et c'est très important. Mais il y a un problème. Cette personne qui crée des défenses lors de son enfance ne sent pas. Comment est-ce que, par la suite,
on arrive à se connecter avec ses émotions et ses sentiments si les défenses permettent de ne rien ressortir. Eh bien, tout ceci passe par l'acte créatif. Et Fernando Pessoa a un vers incroyable qui explique cela. Il dit que le poète feint, il fait semblant. Et il fait tellement semblant qu'il cesse de sentir la douleur qu'il ressent réellement. Mais c'est-à-dire qu'il sent la douleur, mais pour pouvoir apprendre à faire ce qu'il fait, il doit faire semblant, et il doit écrire un poème, un roman, une composition pour pouvoir le ressentir. Donc on écrit, on peint, on compose pour pouvoir ressentir les choses, et c'est essentiel. Patrick Lemoine, cette expérience précoce de la décadence, cette perte de l'enfance, est-ce qu'on la retrouve chez les auteurs ou les personnages que vous auscultez quasiment dans votre livre? Avant de vous répondre, je voudrais encore réagir. Bien sûr, sur réagissez. Rosa, je vais vous faire beaucoup de peine, mais vous n'êtes pas folle. Vous n'êtes pas du tout folle, et ça ne marche pas, vous ne convaincrez personne. Pourquoi je dis ça? Parce que d'abord, le trouble panique n'a rien à voir avec la folie, mais il est toujours secondaire à un abandon. Par exemple, c'est souvent je me rappelle, la première fois que je suis allé à l'école, j'ai beaucoup pleuré quand j'ai abandonné mes parents pour aller à l'école. Vous avez changé d'école, donc c'est un abandon, vous avez fait un trouble panique, c'est d'une affligeante banalité. En revanche, quand vous dites je me dis ceci pour créer, c'est comme ça que je le traduis avec mes mots de psychiatre, vous êtes exactement comme un comédien. Un comédien, quand il est sur scène, il est Jésus, il est Napoléon, il est un gangster, il est un policier. Et sur le coup, il l'est vraiment. Donc, sur le coup, il est fou. Mais en réalité, un comédien, c'est quelqu'un qui est fou sur commande. Et vous êtes folle sur commande. Donc, vous n'êtes pas folle. Allez, ping-pong, c'est parti. Très bien, moi je vais poser mes fiches et je vais les laisser se bagarrer, ça va être super. Rosa Montero, vous n'êtes pas d'accord? Non, en premier lieu, creo que la palabra... Non, je ne suis pas d'accord. Le mot folie est bien mal nommé. C'est mon avis. En général, lorsqu'on parle de folie, on fait référence aux troubles graves, la psychose par exemple. Mais il est vrai qu'il existe tout un spectre de troubles, tout un éventail de troubles. Et quand je parle des crises de panique, je parle de crise de panique d'un point de vue clinique, c'est-à-dire que d'un moment à l'autre, la géographie disparaît et la maison, par exemple, disparaît à l'autre bout du tunnel. Ça se passe avec l'agoraphobie, quand on ne peut pas sortir dans la rue, on a l'impression d'être fou. Donc moi, je parle de crise grave. On est d'accord là-dessus, mais ce n'est pas la folie. Non. Alors, je vais peut-être vous répondre. Non, ça ne veut pas dire d'être de l'autre côté du rivage. Non, moi je parle de la santé mentale, je parle des troubles mentaux comme la psychose. Même s'ils sont bien traités et socialisés, les personnes peuvent mener leur vie au quotidien. Et après, il y a les personnes qui se trouvent de l'autre côté, qui se trouvent du côté sauvage de l'esprit, pourrait-on dire. Patrick Lemoine. Alors, je vais peut-être maintenant répondre à votre question, effectivement. Quelle a été ma démarche pour, comme vous avez dit, ausculter les écrivains? Dans le livre d'avant sur la santé psychique des génies, oui. J'ai aussi essayé d'ausculter plein de génies, notamment les génies du bien et génies du mal, mais aussi les plus grands génies, Léonard de Vinci, etc. Alors, si vous permettez, ce qui fait peut-être la différence dans ce livre-là, c'est les écrivains et leurs personnages. Et leurs personnages, oui. Parce qu'il y a souvent un effet miroir, voire des relations autobiographiques entre l'écrivain et son personnage. Souvent, mais pas toujours. Je pense que Cervantes n'avait pas grand-chose à voir avec Don Quixote. Ils étaient très différents, Cervantes et Don Quixote. Ce n'était pas vraiment un reflet, même si on ne connaît pas grand-chose sur Cervantes. Donc, ce que je pense, c'est que je me suis beaucoup amusé. Pourquoi? Parce que moi, je suis fou de mon métier. Je m'éclate chaque fois que je vois un patient, surtout un patient nouveau, parce que j'ai l'impression de découvrir une terre inconnue, d'aller rêver avec lui. Et puis, au bout de fois 30 secondes, des fois au bout d'une heure, tac, je suis ailleurs et je fais mon diagnostic. Ça s'impose à moi, le diagnostic. Et de ce diagnostic pourra peut-être découler un traitement.
Et donc, en prenant des textes qu'avec Sophie Viguier-Vincent, cette journaliste littéraire avec qui j'ai travaillé, on a sélectionné des textes, et en lisant les textes, tout d'un coup, c'était exactement comme si j'étais dans mon cabinet et que le diagnostic s'imposait à moi. Parfois, je les scandalisais. Petit exemple, Monsieur Jourdain dans Le bourgeois gentilhomme. Donc cet homme qui était un brillant homme d'affaires, qui avait vraiment bâti une grande fortune, qui était certes assez vaniteux, mais on ne peut pas penser que cet homme était aussi naïf que de se prendre pour le grand Mamamouchi. Donc il a un problème neurologique. Et donc pour moi, c'est paru évident que ce brave monsieur Jourdain était un bon père, un bon mari, même si on ne fait pas d'anachronisme, parce qu'à l'époque, vouloir marier sa fille sans lui demander son avis, c'était normal. Vouloir avoir une maîtresse, c'était normal, puisque l'amour ne faisait pas partie du contrat de mariage. Rappelez-vous, la princesse de Clèves, les contemporains étaient sidérés que le mari de Madame de Clèves fût amoureux à ce point-là de sa femme. C'était pas normal, il y avait quelque chose d'illogique. Donc Monsieur Jourdain était un homme tout à fait normal, brillant homme d'affaires, qui s'est enrichi, et tout d'un coup, il est devenu d'une naïveté, presque d'une bêtise confondante. Donc pour moi, compte tenu de son âge, il est en train de nous démarrer un bel Alzheimer. Et donc, mon traitement pour Monsieur Jourdain, c'est une mise sous tutelle et préparer un EHPAD pour plus tard. Ça n'a pas du tout plu à Sophie, mais j'en suis convaincu, il ne va pas bien. Et alors, malheureusement, je ne sais pas si l'histoire me donnera raison. J'ai posé il n'y a pas très longtemps un diagnostic qui a été publié dans l'Express, où il me semble que le président du monde, outre-Atlantique, il perd la mémoire, il se trompe, et je pense que son manque d'inhibition fait qu'il a une atrophie frontale. Je pense que c'est une maladie de pic, et normalement, dans 5 ans, ça va mal se passer pour lui. Mais bon, ça n'engage que moi. J'ai vu Rosa Montero froncer des sourcils lorsqu'il vous avait parlé de Don Quichotte et que vous avez dit qu'il n'avait pas grand-chose à voir avec Cervantes. J'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait d'accord non plus là, sur ce coup-là. No, bueno, lo primero, estoy súper de acuerdo. Alors, avant tout, je suis tout à fait d'accord avec le diagnostic de Trump. Et d'ailleurs, je suis un peu effrayée que tu dises qu'il y a un délai de 5 ans avant que ce se voit. Moi, je pensais que le développement de cette maladie se verrait d'ici 6 semaines et qu'on serait sauvé. Non, mais la maladie de pic est connue pour être mortelle en 5 ans, en principe, en moyenne. Donc là, c'est presque, je me lance, c'est un pari. C'est un pari. Je sais que vous souhaiteriez, moi aussi, que tu souhaiterais, moi aussi, que ce soit plus rapide, mais bon, j'y peux rien. Je vous rappelle que cette rencontre est filmée et que donc on pourra la ressortir dans 5 ans. Hein. Absolument. Je prends des risques. No, yo no digo que se muera, sino digo... Je ne dis pas que je veux qu'il meure. Non. Non, mais je parle plutôt de détériorement mental. D'accord. Alors, je suis très d'accord avec ce que vous venez de dire. Effectivement, Cervantes ne racontait pas sa vie. Évidemment, quand il a créé Don Quichotte, ce n'était pas le cas. Mais les romans sont une sorte de rêve. Ce sont des rêves les yeux ouverts. Ce sont des idées qui naissent, des rêves éveillés qui naissent dans le même endroit de l'inconscient que les rêves nocturnes. Et ce sont des idées qui nous représentent, et qui nous représentent même si nous ne nous en rendons pas compte. On peut rêver, par exemple, qu'on a des ailes noires et que l'on survole Pékin. Ça n'a rien à voir avec notre vie. Mais quand on rêve de ces choses-là, eh bien, peut-être qu'on a peur, qu'on est mort de rire, qu'on pleure avec beaucoup de peine, eh bien, parce que ces sentiments représentent quelque chose que l'on ne sait pas déchiffrer. C'est quelque chose de très profond et très profondément ancré en soi. Et dans le cas de Don Quichotte, eh bien, c'est une rêverie de Cervantes. C'était un écrivain qui avait beaucoup de compassion, d'empathie, et c'est cela qui lui a permis, grâce à ce manque de capacité à gagner sa vie. Pendant toute sa vie, le pauvre, il n'a pas eu beaucoup de chance. Il était méprisé par son environnement. Et toutes ces choses-là sont racontées par Cervantes. Et je crois aussi qu'il parle de la peur de la folie. Et il me semble que ça aussi, ça faisait partie de son quotidien.
Donc je suis convaincue que si un lecteur, par exemple, dans mon cas, mes livres n'ont rien à voir avec ma propre vie, mais si un lecteur prend le temps de lire tous mes livres, s'il s'aventure là-dedans et qu'il a suffisamment de sensibilité, eh bien, je pense que ce lecteur me connaîtrait mieux que moi-même. On tourne beaucoup autour de la question de la dissociation depuis le début de cette rencontre. Et si je vous ai bien lu, Rosa Montero, la créativité sauve de l'angoisse, de la dissociation, du naufrage. Je m'arrête justement sur la dissociation parce que vous expliquez très bien comment, en cours d'écriture, l'importance des vies s'inverse. C'est-à-dire que la vie du livre finit par prendre le dessus sur la vie quotidienne. Est-ce que ce n'est pas aussi une forme de dissociation ? On demandera l'avis du psychiatre après. Sí, no, por supuesto. Oui, bien sûr. Certains experts estiment qu'un roman, c'est un délire contrôlé. Et effectivement, on vit ces autres vies. Et c'est très intéressant, puisque quand on débute un roman, eh bien, on vit partiellement dans le monde réel et aussi dans le monde du roman. Et dans les derniers mois de l'écriture, c'est très intense. On se trouve à un point de créativité très fort et on vit vraiment dans le roman. On est plongé dans le roman et le monde réel s'évanouit et le monde du roman est beaucoup plus vif. Et dans la dernière étape, il y a un moment très important puisque tout ce que l'on vit dans la vie réelle finit par coïncider avec ce qu'on écrit et c'est magique. Par exemple, j'écrivais un roman qui s'appelle « Le cœur du Tartare », qui est le cœur de l'enfer romain. Et je me trouvais à la fin de l'écriture de ce livre et j'ai été voir le dentiste, j'avais rendez-vous avec lui et j'ai vu un magazine terrible, un magazine sur la médecine et il y avait un reportage sur les oiseaux romains. Donc voilà, il y avait beaucoup de coïncidences et dans cette dernière étape, tout coïncide, comme si le roman commençait à déborder sur la vie réelle. Patrick Lemoine, à propos de dissociation, vous écrivez ceci. La dissociation fait partie de ce qu'il est convenu d'appeler les états modifiés de conscience, qui vont du rêve à la méditation, en passant par les expériences de mort imminente, transcollectives ou individuelles, cauchemars, orgasmes, mais aussi prières, méditation de pleine conscience, transe de possession, ivresse, rêverie, rêve lucide, prise de drogue psychédélique ou encore délire, hallucination, décorporation, extase mystique, amoureuse, intuition, création artistique. Donc la création artistique, c'est bel et bien quelque chose qui relève de la dissociation. Oui, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de véritable création si on n'est pas hors de soi. Comme vous l'avez parfaitement bien dit tout à l'heure, il faut être hors de soi. En octobre prochain, j'ai un roman historique qui va sortir, qui raconte une histoire pas très drôle pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire l'Holocauste des fous qui a eu lieu en Allemagne et en France, pas en Suisse, mais un peu en Italie, beaucoup en Scandinavie. Enfin, il y a eu un massacre des aliénés qui a été épouvantable. Donc j'ai créé des personnages, un exercice un peu nouveau pour moi. Et certains matins, parce que moi je suis un écrivain du matin, c'est de 5h30 à 8h30, après il n'y a plus rien qui sort. Et donc je me retrouvais en larmes parce que j'étais en train d'écrire la mort de mon héros principal, à éclater de rire devant mon ordinateur. Donc là je suis un peu fou quand même quand je fais ça. Et pourtant je pense que si ça ne se produit pas, il n'y a pas de création. C'est pour cette raison que je parlais des comédiens qui sont fous sur commande, mais on voit parfois certains hommes politiques, je repense par exemple à Macron quand il battait des ailes à un moment donné avant sa première campagne, il était manifestement en transe. Et ce qui explique d'ailleurs qu'un récital, une pièce, une écriture, c'est épuisant. Parce qu'il faut faire l'effort de sortir de soi, puis après il faut rentrer. Parce que si on ne rentre pas en soi après la création, là on devient fou, réellement. Et il y a des gens qui deviennent vraiment fous. Les peintres, Pollock dit très bien, alors lui il était ivre, c'est une autre forme de dissociation, de transe, mais il ne pouvait créer que s'il était complètement bourré. Et c'était évidemment épuisant pour lui aussi. Et nous avons tous des transes. N'oublions pas une chose quand même, c'est que toutes les nuits, vous tous ici, pendant 20 minutes, 3 fois, vous êtes complètement fous. Fous alliés. Pourquoi ?
Parce que pendant 20 minutes, à 3 reprises, vous avez des hallucinations visuelles qui peuvent être olfactives, qui peuvent être auditives, avec des scénarios improbables auxquels vous croyez durs comme fer, sauf si vous êtes des rêveurs lucides. La définition de la folie, c'est avoir des hallucinations, des scénarios incroyables auxquels on croit. Donc nous sommes tous fous toutes les nuits, nous avons tous la folie en nous, mais quand on se réveille, on n'est plus fou. Si malheureusement on est schizophrène, eh bien on se réveille, on est encore fou. Mais évidemment, il y a des tas de définitions de la folie. Prenons par exemple celle qui est la plus à la mode, qui est le trouble bipolaire, les maniaco-dépressions des anciens. Et prenons un des plus grands génies de tous les temps, je parle de Winston Churchill, qui était c'était le plus grand politique du XXe siècle, de très loin, il les a tous surclassés, il avait tout compris bien avant tout, prix Nobel de littérature et grand peintre. Eh bien, cet homme était capable d'être complètement hors de soi, d'être vraiment en transe quand il créait, quand il avait son black dog, c'est-à-dire qu'il était dans ses états dépressifs, il peignait. Je pense que si Hitler avait su ce que Churchill peignait, alors qu'il avait une cote formidable, Churchill, et que le pauvre Hitler était un peintre. Il y a une rétrospective Churchill d'ailleurs en ce moment. Oui, bah, si vous tapez peinture Churchill, vous verrez, c'est impressionnant. De même que Victor Hugo, qui était, s'il n'avait pas été écrivain, ça aurait été un immense peintre. Et ses peintures sont exceptionnelles. Donc ces gens qui sont multidoués sont des gens... Alors Victor Hugo, je ne pense pas qu'il était bipolaire, mais Churchill était à l'évidence bipolaire, comme ses 7 ancêtres. Ce qui me permet de dire que le doute qu'il avait sur sa paternité, ou du moins son père n'était pas sûr que Winston fût son fils, parce que Madame Churchill mère avait une liaison 9 mois avant la naissance de Winston avec l'ambassadeur des États-Unis, donc il a toujours eu un doute. Et en fait, Winston, comme 7 des Churchill, était bipolaire. Donc pour moi, il n'y a aucun doute, vu que c'est une maladie très génétique, qu'il était bien le fils de son père. Mais le père de Winston était tellement sceptique par rapport à l'authenticité de son fils. Est-ce que mon fils est de moi? C'est qu'au moment où sa femme a accouché, il y avait un grand banquet dans le château du frère du père de Winston. Et au moment donc où il y avait ce banquet, sa femme a accouché. Il a trouvé de très bon goût de prendre le nouveau-né, de le mettre sur un grand plat en argent, de mettre une cloche en argent dessus et de le présenter à chacun des invités. Comme chose mortifère, à propos de son fils, on fait difficilement mieux. Et on comprend que Winston ait aussi pas mal souffert dans sa vie. Je vais rester avec vous un instant encore, Patrick Lemoine, parce que je trouve qu'il y a une question centrale qui est abordée dans votre livre. Parce qu'on peut se demander si écrire, c'est finalement succomber aux troubles psychiques d'une certaine manière, ou alors est-ce que c'est les tenir à distance, comme vous l'écrivez à propos de Virginia Woolf au moment où elle écrit Orlando. Oui. Alors justement, moi je trouve passionnant Orlando. D'abord, elle était très cultivée. Si elle a parlé de Orlando, c'est évidemment Orlando Furioso, qui était quand même un grand roman bien plus ancien. Mais c'est devenu l'icône des trans, ce qu'on appelait les transgenres autrefois. C'est-à-dire Orlando s'endort homme et il se réveille femme. Et ce n'est pas du tout la clinique d'un trans. Ça n'a rien à voir. Parce qu'en principe, quand on se transforme en femme ou en homme, qu'on n'est pas né de ce sexe-là, c'est le résultat d'une longue maturité. Depuis qu'on est enfant, on est persuadé qu'il y a une erreur sur la personne, qu'on n'a pas le corps qu'on méritait, et on fait tout, les hormones, la chirurgie, etc., pour devenir de l'autre sexe. Orlando, c'est pas ça du tout. Il est très content d'être un homme, il s'endort, et le matin, il est une femme. Donc ça n'a rien à voir avec un individu qui est trans. En revanche, ça a tout à voir avec ce qu'on appelle le trouble dissociatif de l'identité. C'est-à-dire, ces gens, dans Psychose de Hitchcock, on voit très bien ce que c'est que le dédoublement de personnalité. J'ai suivi des patientes, il y en avait une qui avait quand même 18 alters, parce que maintenant on dit des alters. Et donc elle était capable, tout d'un coup, au milieu d'un entretien, de prendre une voix d'une petite fille de 4 ans et à se mettre à faire un caprice sur le sol, et ensuite d'être une vieille chinoise, bref, de prendre... Eh bien, Orlando, elle n'avait que 2 alters, hommes et femmes. Et là, je pense que tous ceux qui l'ont adulé pour cette raison-là, comme le porte-drapeau des trans, se sont complètement plantés. C'est un TDI. Ouais, je reviens à ma question.
Écrire ou créer d'une manière générale, est-ce que c'est succomber aux troubles psychiques ou plutôt les tenir à distance? Je pense que c'est exactement comme l'exemple que je vous donnais, c'est comme un comédien, on est fou sur commande. Et si on est fou sur commande, on n'est pas vraiment fou. Et pourtant, au moment où on écrit, on est fou. Et c'est exactement comme un rêve. Écrire est un rêve. Si on est un minimum créatif, écrire n'est rien d'autre qu'un rêve. C'est une transe. J'ai l'impression que chez Rosa Montero, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que vous dites dans Le danger de ne pas être folle que la vie écrite vous semble à vous, les écrivains, ces junkies de l'intensité, comme vous les appelez, la vie écrite est une vie plus authentique. Pourquoi plus authentique? Alors, en réalité, ce que je dis, c'est que je suis convaincue que les personnes créatives sont des junkies de l'intensité. Nous voulons vivre les choses intensément. Et la création, comme on l'a dit au début, avec la première question que vous m'avez posée, c'est une passion pure et dure. C'est presque orgasmique, puisque d'un coup, on se retrouve dans une scène où tout colle. Et on apprend des choses, on découvre de nouvelles choses sans cesse, puisqu'on écrit pour apprendre et non pas pour enseigner. On écrit pour faire la lumière dans les ténèbres. Donc, je suis convaincue que nous sommes tous des junkies de l'intensité. Et c'est pour cette raison que nous sommes capables de ressentir les choses intensément. Mais nous sommes aussi très intolérants face à l'ennui. Et ceci peut conduire à des situations comme les suivantes, des situations compliquées où des personnes perdent tout équilibre psychique. Pour écrire ou pour créer, je pense qu'on n'a pas besoin d'être fou. Être fou dans le sens expliqué précédemment. Avoir un trouble mental empêche la création, d'ailleurs. Et l'histoire est pleine d'histoires d'artistes qui ont souffert de crises, comme Hölderlin, Schumann, Virginia, et qui n'ont pas pu créer. Face à ces nouvelles crises, par exemple Virginia s'est suicidée. Donc nous sommes tous des cousins, des frères, c'est ainsi que je dirais les choses, puisque nos cerveaux sont connectés différemment par rapport au reste de la population. Et cette différence entre les personnes créatives et les personnes qui souffrent de troubles mentaux graves est une différence quantitative et non pas qualitative. C'est-à-dire que cette connexion neurologique qui est différente chez les personnes créatives, ou plutôt chez les personnes qui souffrent de troubles mentaux graves, peut mener à des changements très graves. Mais ce n'est pas le cas des personnes créatives. Vous avez cité Pessoa tout à l'heure, vous le citez également dans votre livre, et notamment cette phrase « L'existence de la littérature est la preuve évidente que la vie ne suffit pas ». Donc on en est quand même là. Patrick Lemoine, j'aimerais m'arrêter sur le chapitre consacré à Steinbeck et à son roman À l'Est d'Éden, parce que dans le journal qu'il écrit en parallèle au roman, Steinbeck affirme que sans l'histoire de Caïn et Abel, à l'origine de tous les troubles psychiques, les psychiatres d'aujourd'hui n'auraient rien à faire. Pourquoi, selon Steinbeck, l'histoire de Caïn et Abel est-elle le fondement de tous ces troubles psychiques? D'abord, je pense que Freud n'a pas dit que des conneries, mais il en a dit quand même un sacré paquet. Il en a écrit aussi, oui. Et il en a écrit encore plus, notamment sur le féminisme. Mais je pense qu'il s'est vraiment planté avec son fameux complexe d'Oedipe, qui n'a rien d'universel, qui n'est pas du tout répandu, qui existe chez certains patients, mais qui est vraiment une rareté, presque une curiosité. En revanche, le complexe de Caïn, à mon avis, est vraiment universel. Toutes les guerres sont fratricides. Les Russes contre les Ukrainiens, les Juifs contre les Palestiniens, les protestants contre les catholiques. Enfin bref, toutes les guerres sont fratricides et selon moi, toutes descendent du complexe de Caïn. Alors Caïn, on connaît tous l'histoire, il y a Adam et Ève, ils ont 2 fils, l'aîné Caïn est un agriculteur, alors que Abel est un éleveur. Caïn tue Abel parce que, curieusement, le Père éternel est complètement injuste et il fait une préférence éhontée pour Abel,
alors que les deux font les meilleures offrandes. L'un offre ses meilleurs agneaux, l'autre offre ses meilleurs épis de blé. Alors est-ce que Dieu est carnivore et n'aime pas le pain? On ne sait pas. Mais en tout cas, il est injuste. Caïn est furieux, il tue Abel. Tu seras maudit. Tu n'auras pas d'enfant, tu ne pourras pas t'établir. L'histoire montre qu'il n'a jamais été maudit, il a eu un signe pour le protéger, qu'il a fondé une ville, qu'il a eu des enfants qui sont devenus forgerons, etc., et que nous sommes tous des enfants d'assassins, d'après la Bible. Donc il y a une anomalie que je trouve absolument passionnante. Dès qu'il y a une anomalie en littérature, la Bible et la littérature, on doit se poser une question. Donc que nous raconte l'histoire de Caïn et Abel? C'est tout à fait passionnant. Il y a une erreur quelque part. Alors reprenons l'histoire. Abel est plus jeune. Et comme tout le monde autour de la Méditerranée, il élève des chèvres et des moutons. Et il les garde en jouant du pipeau. Pendant ce temps-là, l'autre, qui est quand même plus âgé, eh bien, il cultive la terre, il bosse dur. Et on peut imaginer qu'il y a un moment où Dieu lui a dit au petit Abel, qui préférait, c'était son petit gamin préféré, il dit, il faudrait que tu grandisses. Et on peut comprendre donc qu'à ce moment-là, Caïn a tué l'enfant qui est en lui. C'est-à-dire que l'histoire de Caïn et Abel n'est rien d'autre que du passage à l'âge adulte d'un enfant qui est devenu adolescent et qui est devenu adulte. Donc le meurtre d'Abel n'est jamais que le meurtre de l'enfant adulte pour devenir grand. Et à ce moment-là, tout s'éclaire, il s'établit, il prend une femme, il fonde une ville, et nous sommes des enfants de gens. Et finalement, le Père éternel, il a fait le job, il a aidé son fils à s'émanciper et à partir de la maison et à voyager et ensuite à prendre femme et à avoir des petits-enfants. Donc nous sommes tous des enfants de Caïn et Abel, nous sommes tous des enfants de fratricides, mais ces fratricides sont en fait totalement créatifs. Donc Freud s'est planté, encore une fois, et je crois qu'on doit régulièrement, quand on pense aux conflits dans le monde, quand on a des patients, penser à cette question de guerre fratricide. Je vois que ça fait rire Rosa Montero. Sourire en tout cas. No, no, que me parece muy interesante, sí. Oui, ça me paraît très intéressant. Nada, estaba sonriendo Donc, complacida de- je souriais parce que j'étais totalement d'accord. Non, je n'ai rien à dire sur ce sujet. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, Rosa Montero, que finalement, quand on écrit, on n'est pas si fou que ça, parce qu'en vous lisant, dans La folle du logis, vous dites « Être romancier, c'est cohabiter harmonieusement avec la cinglée du dernier étage ». Puis, sur la même page, le roman, c'est la schizophrénie autorisée. C'est quand même assez solide comme diagnostic. Bueno, la loca de la casa es una frase de Santa Alors, Teresa de Jesús. la loge, la femme du logis, c'est plutôt une phrase de Santa Thérèse de Jésus. Alors, Sainte Thérèse de Jésus avait des épisodes épileptiques, donc elle avait peur quand elle pensait que son imagination s'emballait et qu'elle perdait toute connexion avec la réalité. Donc ce premier livre parle de l'imagination en réalité, de l'imagination qui nous sauve à toutes et tous, puisque nous avons tous beaucoup d'imagination. Et la vie que nous vivons est une construction imaginaire en réalité. Même les personnes qui disent qu'elles n'ont pas d'imagination ont en réalité beaucoup d'imagination. Car cette imagination donne une apparence d'ordre au chaos de la vie. C'est l'imagination qui nous permet d'organiser notre mémoire, puisque nous pensons nous souvenir, mais en réalité, les souvenirs sont des manipulations, des créations, des récits. Ce sont des récits que nous faisons à nous-mêmes et que nous changeons tous les jours. D'ailleurs, mes souvenirs d'enfance ne sont pas les mêmes souvenirs que j'en avais il y a 20 ans. Et peut-être que vous avez cette même expérience. Moi, j'ai un frère, je partage avec lui des souvenirs de moments d'enfance que nous avons partagés. Et vous pouvez être certain que les parents de mon frère ne sont pas mes parents, puisque la maison dans laquelle il a vécu n'est pas non plus la maison dans laquelle j'ai vécu, puisque chacun a créé un récit différent de ce vécu. Et c'est l'imagination, et j'insiste sur ce point, qui ordonne tout ce chaos qui n'a aucun sens.
et qui composent la vie. Sans cela, la vie ne pourrait pas être vécue. Ce serait beaucoup de bruit, beaucoup de furie, comme le dit Shakespeare. Donc il ne s'agit pas réellement de folie, puisque nous avons tous en commun cette imagination et qui fait en sorte que la vie, qui nous semble si solide et qui est en réalité un mirage. D'ailleurs, le centre de notre œil est composé par un point aveugle. C'est là où le nerf optique rentre dans la rétine. Mais c'est un point où on ne voit rien et ce n'est pas un point minuscule. Non, non, c'est un point de 2 à 4 degrés de l'arc visuel. Et la Lune, par comparaison, c'est 1/2 degré. Donc ce point aveugle est énorme. Regardez à gauche, regardez à droite, et il n'y a aucun point aveugle, n'est-ce pas? Parce que le cerveau invente ce qu'il ne voit pas. Donc, nous vivons réellement dans un mirage. Et ça me paraît fascinant. La réalité n'est pas fiable. Alors pour qu'on comprenne bien ce que vous venez de dire, Rosa Montero, et pour qu'on comprenne bien votre travail, vous racontez par exemple, alors les deux livres dont on parle, Le danger de ne pas être folle et La folle du logis, sont écrits à la première personne du singulier. Donc vous dites « je » du début à la fin, et vous racontez par exemple une aventure amoureuse avec un acteur de cinéma. Et alors la première fois c'est raconté, la deuxième fois on retombe sur la même histoire et on se dit tiens, les 3 premières phrases on se dit tiens, il y a une coquille dans le livre. Puis après on se dit ah mais non, là il y a une petite différence. Puis ça revient une 3e fois, alors les 2 premières fois il est les yeux verts, mais la 3e fois il est les yeux bleus. Donc on se dit il y a vraiment un truc qui dérape complètement, mais ça c'est pas le pire. Parce que toujours dans La folle du logis, à un moment, vous faites une hypothèse, et vous en faites des très sérieuses des hypothèses dans ce livre. Vous dites, en fait, les écrivains écrivent peut-être pour cautériser, à l'aide de mots, les silences inconcevables et insupportables de l'enfance. Hypothèse que vous établissez à partir de la disparition de votre sœur, sauf que dans la vie, vous n'avez pas de sœur. Exacto, sí. Oui, c'est tout à fait vrai. La folle du logis, c'est un livre où le lecteur plonge dans le livre en pensant qu'il s'agit d'une autobiographie. Mais à un certain moment de l'histoire, donc dans la 2e histoire, puisqu'il y a 3 versions de la même histoire, donc dans la 2e version, le lecteur se dit que on lui ment. Mais alors, si on lui a menti, quels sont les mensonges? Et la réponse est qu'il y a beaucoup de mensonges dans ce livre. Par exemple, le point central de ce livre, que Vargas Llosa appelait le cratère du livre, c'est l'histoire de la disparition de ma sœur jumelle pendant 3 jours, pendant l'enfance, et ensuite elle a réapparu, mais on n'a jamais su ce qu'il s'était passé. Mais effectivement, je n'ai pas de sœur jumelle, même si le livre porte une dédicace qui la concerne. Et cette dédicace est révélateur. Elle s'appelle Martine, donc la dédicace est pour Martine qui est et qui n'est pas, et qui, sans être, m'a beaucoup appris. Dans ce chapitre, d'ailleurs, où je raconte l'histoire de sa disparition, eh bien, lorsque j'ai rédigé cette partie, j'ai écrit les phrases qui ont été mentionnées. L'écriture nous permet de cautériser les silences de l'enfance. Et j'ai presque dit « Eureka !» parce que j'avais découvert quelque chose. Et grâce au mensonge littéraire, j'ai découvert des vérités profondes, puisqu'il y a des abysmes au sein des êtres humains auxquels on peut parvenir uniquement grâce aux fables, aux mythes et aux contes. Est-ce que le diagnostic se précise, Patrick Lemoine? Oui. Et alors, compte tenu qu'il a beaucoup d'études montrent qu'il y a une génétique de la créativité. Ça a été archi démontré, notamment avec les écrivains. Quand un écrivain est bipolaire, on sait qu'il y aura beaucoup de bipolaires autour de lui. Donc, il y a une génétique de la bipolarité. Et alors, je regrette profondément que Martine n'ait pas existé, parce que je pense que elle serait vachement créative. Et je ne sais pas alors si Martine aurait été peintre, aurait été musicienne, si elle aurait été une cuisinière ou même une ménagère de génie, mais j'aurais vraiment beaucoup aimé connaître la génétique de votre sœur. Mais par contre, vous avez un frère dans la vraie vie. Est-ce qu'il est créatif, votre frère? Non.
Oui, alors au point de vue Y no génétique, vengo de una familia, nadie en mi familia. D'ailleurs, dans ma au point famille, de vue personne n'est génétique, je vais pas créatif. encore vous faire beaucoup de peine, mais compte tenu de tout ce qui existe comme infidélité, adultère, nous sommes tous les arrière-petits-enfants de personne. J'ai zappé cette question parce que je voyais que le temps filait, mais j'aimerais bien y revenir maintenant parce que tous les deux, vous citez des chiffres dans vos livres. Vous dites, vous, Rosa Montero, qu'une personne sur 4 au cours de sa vie pratiquement va être confrontée à des problèmes psychiques ou psychologiques. Oui, c'est démontré ça. Oui, vous dites 20% de la population à peu près. Ouais. Ça fait 13 millions de Français quand même, hein, c'est Il ne faut beaucoup. quand même pas oublier que d'après l'OMS, dans les 10 ans, la dépression sera la première cause de handicap dans le monde. Ouais, Donc c'est vraiment considérable. voilà. Considérable. Je voudrais juste rajouter aussi un petit Oui. mot à ce que dit Rosa. Elle dit que l'écriture est une passion, mais je dirais aussi que c'est une addiction. Je sais que si tous les matins je dois écrire mes pages à 5h30, si un jour pour une raison X je ne peux pas écrire, je suis pas bien, quoi. J'ai un état de manque terrible et quand je pars en vacances, j'ai une interdiction conjugale d'emporter l'ordinateur. Je suis quand même un peu embêté. Rosa Montero cite une autre étude suédoise, si ma mémoire est bonne, qui dit que les écrivains ont potentiellement 50% de chances de plus que la population générale de se suicider. Ça, c'est très étonnant quand même. Bueno, primero, la primera cifra que has dado del Ah oui, 25%, alors le no premier es una chiffre cifra de de 25%, ce n'est pas un chiffre que j'avance moi, c'est un chiffre de l'OMS qui date d'avant la pandémie. Je pense que c'est un chiffre qui se trouve en deçà de la réalité. 25% de la population va souffrir d'un trouble mental dans sa vie. Mais je pense que c'est un chiffre qui est en deçà de ce qu'il va se passer. Mais effectivement, il y a des chiffres qui démontrent que les personnes créatives sont des personnes qui ont davantage tendance à être atteintes de dépression, de troubles mentaux. Donc cette tendance est plus marquée. Et aussi une tendance plus marquée au suicide. Et chez tous les artistes, parmi cette catégorie d'artistes, ce sont les écrivains les plus touchés. Mais il ne faut pas non plus dramatiser ce fait, parce que ça reste une minorité de personnes. Et d'ailleurs, il y a d'autres professions où les personnes sont susceptibles de se suicider bien plus que la moyenne générale. Bien souvent, on parle des artistes en disant qu'il s'agit de personnes torturées, mais c'est faux, on n'a pas besoin d'être torturé pour être écrivain ou artiste. Mais il y a d'autres professions. Par exemple, est-ce que vous savez quelle profession a un taux plus élevé de suicide? Vous n'allez pas vous en douter, ce sont les dentistes. Les dentistes se suicident beaucoup plus que la moyenne. Et les vétérinaires. Et les vétérinaires aussi. Et je crois que cela est dû, entre autres, à l'accès aux produits pharmaceutiques. Mais bon, personne ne dit que les dentistes ou les vétérinaires sont des personnes torturées. Je l'ai pas vu venir. Les psychiatres, ça va. Je l'ai pas vu. Si, non, alors, ce qui est marrant, c'est que les médecins se suicident plus que la population générale, les psychiatres se suicident plus que les médecins, et les psychanalystes se suicident plus que les psychiatres. C'est-à-dire, plus on va vers le psy, plus on est à risque de suicide. Et ça, c'est malheureusement une réalité. Je pense quand même que c'est des chiffres qu'il faut prendre avec des pincettes, parce que si on regarde par exemple le suicide chez les chercheurs, quand on considère qu'il y a à peu près 5% des chercheurs qui sont vraiment créatifs, que 95% des publications n'apportent strictement rien, on pourrait se dire quel est... Parmi tous les écrivains, combien il y en a qui sont vraiment des écrivains, combien il y en a qui sont vraiment créatifs, et donc combien il y en a qui sont vraiment à risque de suicide. Donc c'est vraiment des études que je regarde avec beaucoup de précaution, parce que je ne suis pas certain de qui est un écrivain, de même je ne suis pas certain de qui est vraiment fou. Alors, oui. Bien sûr. No, es que se me ha ocurrido, escuchándote. En fait, je viens de que penser yo à no quelque sabía, chose en pero t'écoutant. parece lógico Alors, que los je ne savais psiquiatras pas, tienen mais ça más paraît riesgo de logique suicidio y los que psicólogos les aún más riesgo de psychiatres suicidio. sont Pero eso es porque susceptibles de se mucha suicider gente et les que hace psychiatres bien psicología plus. y Mais bastante c'est dû gente de au la que fait hace que les psiquiatría personnes qui hacen la carrera étudient porque la piensan que psychologie, están locos. parce qu'ils O sea, pensent être que fous. tienen el problema anterior. C'est-à-dire que le problème est antérieur Estos au métier. ataques, estas Ah ouais, crisis. vous le dites dans vos 2 livres, ça. Ah, claro, yo que tuve
Oui, effectivement, moi j'ai souffert de crises de panique et dans ma classe sociale, personne n'allait voir un psychiatre. Donc j'ai décidé d'étudier la psychologie pour comprendre ce qu'il m'arrivait. Donc j'ai étudié, j'étais à l'université, j'ai étudié la psychologie parce que je pensais que j'étais complètement tarée. Et je suis convaincue que 98% des psychologues étudient la psychologie pour cette raison. Et les 2% restants, eh bien, ils le font parce qu'ils sont fils de psychologues. Nous avons un témoignage en direct. Il y a un truc très intéressant à comprendre, c'est que maintenant, il y a beaucoup moins de psychiatres fous qu'avant. Pourquoi ? La raison est très simple, c'est que auparavant, et c'était vrai dans toute l'Europe, c'est que quand on était psychiatre, c'est qu'on avait voulu être psychiatre. Et donc un grand nombre de gens qui voulaient être psychiatres, c'était des gens qui pensaient que ça allait les soigner de leur folie de devenir psychiatre. Maintenant, on est psychiatre en fonction de son classement à l'internat. Et donc, à peu près 80% des psychiatres ne voulaient pas être psychiatres. Donc maintenant, il y a autant de fous chez les psychiatres que dans la population générale. Et finalement, ce n'est pas si mal. Il y a aussi une autre profession qui se suicide beaucoup, c'est les réanimateurs. Les services de réanimation, les gens se flinguent. C'est des services où à peu près les 2/3 des gens repartent les pieds devant. Et donc, c'est des professions difficiles. Mais les psychiatres sont devenus beaucoup moins fous qu'avant. Et ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Sí, complètement. Sí, sí. Oui, bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit que les psychiatres le faisaient moins. C'était davantage le cas des psychologues. D'ailleurs, c'est plus difficile d'étudier la psychiatrie. Il vaut mieux étudier la médecine. L'internat en Espagne, c'est pareil qu'en France. C'est-à-dire qu'on devient psychiatre en fonction de son classement. Alors, le problème, c'est que c'est pas très bien choisi la psychiatrie. Donc, c'est pas les premiers à l'internat qui deviennent psychiatres. Ça, c'est un peu triste, mais c'est une autre question. On arrive... Un instant, s'il vous plaît. Mais alors, ce n'est pas une critique, ce que je dis. Puisque un psychologue ou un psychiatre peut être très bon si en pensant qu'il est fou, parce que cela donne bien plus d'empathie avec le patient. Je suis pas très convaincu de ça. On arrive déjà au bout du temps qui nous est imparti. Avant de donner la parole à la salle, j'aimerais encore vous poser à chacun une question. Rosa Montero, ne plus écrire, ce serait la folie, le chaos, la souffrance. Mais pour vous, ce ne serait rien comparé à cesser de lire. Cesser de lire, c'est mourir. Oui, effectivement. Il y a une écrivaine espagnole, Núria Amat, qui a publié un livre d'essais littéraires il y a une trentaine d'années. Et dans ce recueil, elle pose une question aux écrivains. Elle parlait d'un jeu cruel. Si pour une raison catastrophique, il fallait choisir entre cesser d'écrire ou cesser de lire, que choisir ? Et donc j'ai choisi d'utiliser cette question et j'ai posé la question d'ailleurs à des écrivains du monde entier, une centaine d'écrivains, car je suis convaincue que les romanciers ont l'impression que cesser d'écrire nous rendrait fous, que l'on serait démembré, que l'on se décomposerait. Mais le choix est draconien. Et donc j'ai posé la question à ces centaines de personnes et toutes les personnes, sauf 2, ont répondu qu'ils préféraient continuer à lire. Mais je ne suis pas vraiment convaincue. Je pense qu'on a répondu ça par orgueil. Mais c'est incroyable parce que cesser de lire, c'est cesser de respirer. C'est un monde sans oxygène. Comment vivre sans lire ? Comment font les gens qui ne lisent pas ? Puisque vous parlez des interviews que vous avez eues avec les gens, j'aimerais juste signaler que l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure de votre livre, c'est un extrait qui vient tout à la fin et qui est en fait un dialogue entre vous et Doris Lessing. Doris Lessing, vous avez reçu à la maison. Vous aviez été très gentil au moment de publier le premier article en disant pas toute la vérité parce qu'elle vivait dans des conditions assez difficiles sur la fin de sa vie. Bueno, tenía un Diógenes. Oui, elle avait le syndrome de Diogène. Et c'était terrible parce que quand je me suis rendue chez elle, ces petites maisons mitoyennes anglaises, vous savez, et il y avait 2 étages. Elle vivait seule et le premier étage était déjà envahi par les poubelles, les ordures, la cuisine, le couloir, tout était encombré. Et les ordures commençaient à monter dans les escaliers. Et à la moitié de l'escalier, il y avait déjà un petit peu moins d'ordures et on arrivait à l'étage dans une salle limpide, très éclairée, très propre.
Mais on voyait déjà le monstre du désordre monter par les escaliers. Et je ne l'ai pas raconté parce que ça me semblait cruel de raconter cette chose-là. Mais c'est la Voilà, vérité. c'était juste pour situer l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure. Patrick Lemoine, C'est vrai que le syndrome de Diogène est une source de honte oui. épouvantable. J'ai plusieurs patients, donc c'est une forme de TOC, qui ne veulent pas qu'on vienne les aider à mettre de l'ordre, à jeter les ordures, les pots de chambre remplis, etc. Parce qu'ils ont honte et ils ne veulent même pas que nous, on voit ce qu'ils font. C'est horrible comme maladie. Patrick Lemoine, si on avait soigné tous ces auteurs et même leurs personnages dont vous faites les diagnostics dans votre livre, qui est passionnant, je dois le dire, en même temps, si on les avait soignés, est-ce qu'on ne serait pas passé à côté de quelques chefs-d'œuvre ? Je pense que ça aurait pu être une catastrophe. Je pense que si on avait soigné Mozart, on n'aurait pas la flûte enchantée et on n'aurait pas le requiem. Parce que malheureusement, souvent, les soins psychiatriques sont des espèces de tondeuses à gazon qui abrasent absolument tout. Je me rappelle d'une de mes patientes qui était une peintre de grand talent qui souffrait d'un trouble bipolaire. Et elle me disait, le problème, c'est que quand je suis déprimé, je ne peux pas peindre. Quand je suis maniaque, je ne peux plus peindre non plus parce que j'en mets dans tous et partout. Et il faut que je sois entre les deux. Et donc, moi, mon problème, c'était de lui donner un traitement régulateur de l'humeur, mais sous-dosé, pour qu'il y ait toujours des oscillations de l'humeur, parce qu'il n'y a pas de création s'il n'y a pas d'oscillation de l'humeur, s'il n'y a pas des moments... Vous savez, dans cette étude dont je parlais, où les écrivains, on montre que quand ils sont bipolaires, ils ont des parents qui sont bipolaires, ils disaient, mais vous dites qu'on est déprimé, mais nous, on dit qu'on est enceint. Et vous dites qu'on est maniaque. Ben non, on accouche de notre œuvre. Et donc, cette succession de systole et de diastole qui permet de se renfermer sur l'idée du roman, sur l'idée de l'essai, et ensuite cette explosion, cette expulsion des lettres, des mots et de l'écriture, je ne crois pas qu'il existe d'écrivains à jet continu. Il y a des jours, ça ne vient pas. Moi, quand ça ne vient pas, je fais ce que j'appelle mes fonds de toile, c'est-à-dire je corrige les fautes d'orthographe, je reprends des figures de style. On ne peut pas être créatif à jet continu, il y a forcément des jours up, puis des jours down. Je mets aux enchères les 3 questions que j'offre au public. Donc, levez la main vite, soyez rapide et pas timide. Très bien. La deuxième. Parfait. La troisième. Ah, j'ai une troisième question, super. On vous apporte un micro. Je ne vous vois pas très bien, c'est une dame, je crois, avec un casque sur les oreilles, c'est ça. Très bien, on vous écoute. Bonsoir et merci de me donner la parole. Merci Rosa, je suis encantada, même si je n'ai pas l'accent, de vous voir, de voir la personne qui a produit les 2 livres que vous avez écrits parmi tant d'autres, mais que j'ai eu la joie de lire. Et grâce à ma fille Marion, qui elle parle espagnol, j'ai pu être associée à cette soirée extrêmement touchante. Je dois dire que c'est très émouvant de vous voir en personne, en chair et en os, et de savoir que ça existe, que derrière les livres, il y a des personnes. Voilà, et je pense aussi que je penche peut-être plus du côté de la folie que de la création, pour ma part personnelle, parce que ma vie, comme la vôtre et comme toutes nos vies, a été jalonnée de deuil et de chagrin et de difficultés, de moments où on sombre et on pense que c'est la fin des haricots. Voilà, donc tant mieux si l'écriture est un exutoire et permet peut-être de surnager, permet en tout cas d'être connu et adulé, ça doit aider. Ma crainte est que quand on parle de folie, et ce soir on en parle avec beaucoup de légèreté, j'aimerais penser à la souffrance énorme qui est derrière le mot folie, en ce qui me concerne, même si on dit qu'on est fou de vous, qu'on est fou du chocolat, etc., que certaines choses sont une folie, on traite ce terme avec beaucoup de légèreté. Mais je comprends qu'il a une grande profondeur aussi, et que voulais-je vous dire, que j'espère qu'à travers la création, le fou, la folle, retrouve le lien, en fait. Pour moi, l'important, c'est de ne pas perdre le lien et éviter l'isolement de la personne folle ou des personnes folles. Voilà. Alors, gardez le lien. Merci beaucoup de cette intervention parce que j'avais prévu aussi de vous poser cette question, mais le temps file. Vous insistez beaucoup sur la folie, c'est la solitude à l'état absolu.
Oui, effectivement, la bien nommée folie est une rupture dans le récit, la narration commune. La personne sent, ressent qu'elle sort de la société, qu'elle sort de la peau de la terre. Et cette douleur psychique et ce sentiment de solitude. Si vous n'avez pas vécu cette solitude, vous ne connaissez pas ce sentiment parce que ça n'a rien à voir avec les autres types de solitude. Ça n'a rien à voir avec la solitude face à la mort, qui n'est pas drôle. D'ailleurs, moi, ça ne fait pas rire de penser à ces choses-là. Mais la mort, heureusement, entre guillemets, est la chose la plus répandue qui nous arrive à nous, les êtres humains. Le trouble mental te trompe, te fait croire que ce que tu ressens, ce qui t'arrive, n'est arrivé à personne d'autre et que ça ne peut arriver à personne d'autre. Ça te fait croire que tu es un martien, un extraterrestre, que tu ne peux t'entendre avec personne et que tu ne peux pas verbaliser cette folie. C'est pour cette raison qu'il est impossible de poser des mots sur cette souffrance. C'est une douleur incroyable. Et la seule image que j'ai trouvée pour illustrer cette souffrance, c'est la solitude de l'astronaute dont le câble qui le relie au vaisseau spatial se rompt. Et l'astronaute commence à dériver dans l'infini et dans l'obscurité. Et que fait la société? La société devrait étendre sa main, attraper le câble, ramener le cosmonaute jusque sur la terre ferme et recoudre le câble pour que sa vie puisse être vécue. Mais nous faisons l'exact inverse. Nous repoussons, nous condamnons cette personne qui souffre de troubles mentaux et nous la lançons vers l'espace. Et ça me paraît si injuste. Et d'ailleurs, on pourrait calmer les douleurs du monde avec cet effort de tenter de comprendre, d'accompagner et de recevoir, d'accueillir ces personnes qui souffrent de troubles mentaux. Ce sont des personnes qui sont très, très nombreuses et je pense que ça atténuerait beaucoup de douleurs dans le monde et je suis vraiment très heureuse que vous ayez mentionné ce sujet. Je pense que la douleur psychique est la douleur la plus grande qui puisse exister. Patrick Lemoine. Oui, je voudrais aussi rebondir sur le mot légèreté. Je ne voudrais pas qu'on vous donne l'impression qu'on traite avec légèreté de la folie. Mon métier, moi, c'est quand même d'aider des patients qui sont à risque de suicide, qui sont isolés, qui délirent. Le pire, c'est ces patients qui maintenant, on dit le diagnostic aux gens, vous souffrez d'une schizophrénie, ils le savent, et pourtant ils ont des hallucinations, ils savent que ce sont des hallucinations, mais c'est plus fort qu'eux. C'est pas de la légèreté, c'est de l'humour. Je pense que quand je réussis une consultation et que je suis arrivé à faire marrer un de mes patients en lui sortant une grosse bêtise avec de l'humour, je pense quand même que j'ai fait du bon boulot. Je pense que l'humour n'est pas de la légèreté. L'empathie est essentielle dans mon métier et je suis très conscient de l'immense souffrance des personnes que j'approche. Merci. Quelqu'un s'est décidé pour les questions 1 et 2 ? Alors voici la 2. On vous apporte un micro. Et on vous écoute. Bonsoir. Permettez que je m'exprime comment dire, j'ai l'impression d'arriver d'un autre monde. Pour moi, écrire, c'est justement lutter contre la folie du monde. Ce n'est pas pour moi un acte de folie, c'est le monde qui est capable de me rendre folle et l'écriture qui m'aide à guérir. En plus, j'ai l'impression que le monde d'où je viens est un monde qui vit une sorte de souffrance qui fait éclater le cerveau, carrément. Donc, ma problématique à moi, en tant qu'écrivaine venant du Liban et du Moyen-Orient, c'est comment continuer à écrire face à toute cette horreur qui me hante, me happe au quotidien. Je comprends tout à fait, Rosa et Monsieur Patrick, cette démarche-là, ça me plaît beaucoup dans l'acte d'écrire. Mais j'ai l'impression que ça, là, on est dans
ce que je peux vivre moi aussi si je vivais dans un pays où il y avait de la paix, où ma souffrance en tant qu'individu provient peut-être uniquement de mon enfance, de mon entourage, des traumatismes auxquels j'ai été exposée, etc. Mais ma question maintenant, moi, en tant qu'écrivaine, c'est, et ça j'ai essayé, c'est-à-dire, on a lu un passage de mon roman, là où il y a un écrivain qui souffre de fait d'être avancé et procédé par la réalité, lui qui, durant toute sa carrière, a essayé de décortiquer le mal et de créer des personnages qui incarnent ce mal-là, en se posant la question comment une personne normale se couche la nuit et le lendemain, s'il y a une guerre civile, fratricide, il peut se transformer en monstre. Voilà, merci. Oui, mais la schizophrénie, c'est un délire de morcellement, où un patient qui souffre de schizophrénie, il a l'impression qu'il est coupé en petits morceaux. Et malheureusement, le Liban est schizophrène. C'est-à-dire que oui, mais le Liban, on va dire, c'est l'exemple type où il y a les différents composants du pays qui avant étaient très harmonieux, qui vivaient ensemble, maintenant s'entretuent. Laissez-le répondre. Et je trouve que c'est absolument dramatique, et moi je vous comprends vraiment. Je pense que écrire dans un tel contexte est certainement quelque chose de salvateur, quelque chose de thérapeutique pour la société, pour vous peut-être aussi. Et je pense que ce n'est pas incompatible ce que nous vivons, ce que nous disons et ce que vous dites, et ce que vous vivez. No, uno escribe desde todo lo que es. On écrit depuis toutes les choses que nous avons vécues, rêvées, les choses dont nous avons peur, depuis nos maladies physiques, nos relations avec notre environnement. Et tout ceci nous fait écrire d'une certaine façon. Et on écrit contre la douleur du monde. Et c'est mon cas aussi. Et j'insiste là-dessus. Mais toi, tu vis une douleur beaucoup plus puissante. C'est beaucoup plus immédiat. Et ça me terrorise, moi aussi, tout ce qui se passe dans le monde. Je suis terrorisée par le mal. L'un de mes derniers romans parle du bien et du mal et parle des enfants qui ont été torturés par leurs parents, par leur famille. Je suis terrorisée par la douleur du monde qui me parvient. Donc, je suis convaincue que nous écrivons selon ce que le monde a fait d'une personne, comment le monde a façonné une personne. Et a fortiori, vous vivez proche de cette douleur et vous devez vous réfugier quelque part. Voilà, on va s'arrêter là parce que j'ai pitié des interprètes aussi. Vous savez, dans les grandes conférences internationales, les interprètes, elles sont relevées toutes les 20 minutes. Là, elles ont fait 1h20 et je pense qu'elles méritent un tonnerre d'applaudissements. Est-ce qu'on peut souligner la qualité exceptionnelle de l'interprétariat? Vraiment, je suis bluffé. Oui, non, vraiment, c'est... Bravo. Rosa Montero, La folle du logis, Le danger de ne pas être folle, tous les deux publiés chez Métayer. Et Patrick Lemoine avec Sophie Viguier, Vincent, La santé psychique des écrivains et de leurs personnages. C'est chez Odile Jacob. Les livres sont en vente à la librairie. Et bien évidemment, l'autrice et l'auteur se tiennent à votre disposition pour les dédicacer. Merci infiniment à vous pour la qualité de votre écoute et d'avoir suivi cette conversation un peu dingue. Bonne fin de soirée.